Oui, oui, oui. N'hésite pas, n'hésite pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors tout d'abord, oui, me présenter, Gunther Ludwig. Alors contrairement d'ailleurs à ce qui était signalé là, je ne suis pas artiste, mais je travaille avec des artistes. J'ai une activité d'écriture dans le champ de l'art contemporain, de commissariat aussi, donc de travail avec les artistes. Et j'enseigne à l'ESA d'Orléans, École supérieure d'art et de design d'Orléans, en histoire et théorie de l'art, et notamment dans le cadre du programme, dans le cadre du programme LIGA. Alors je vais essayer, sans que ça soit trop fastidieux, de passer à la fois justement du site internet du programme à certaines autres images que j'ai préparées, pour essayer de vous faire partager un petit peu d'une expérience pédagogique que l'on mène à l'ESA d'Orléans, une expérience qui est encore récente puisqu'elle a démarré à l'automne 2020, une expérience qui est donc en cours, qui génère d'ailleurs pour nous beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses à ce stade, et qui est menée donc chaque année, même si en fait d'ailleurs on travaille en termes d'années, c'est plutôt des semestres, mais qui est menée chaque année donc avec un groupe d'une petite dizaine d'étudiants de 4e et de 5e année, donc qui préparent leur master, qui préparent leur DNSEP. Et un programme dans lequel on est plusieurs enseignantes, enseignants à avoir participé ou à participer. C'est le cas notamment de Ludovic Duhem, qui à ce moment-là, en 2020, était enseignant à l'école d'Orléans et à l'école de Valenciennes d'ailleurs, et qui a participé, j'y reviendrai, au lancement du programme. Laurence Salmon, qui est historienne du design et qui a participé aux premières années du programme aussi jusqu'en octobre l'année dernière, avant de partir pour d'autres aventures à la Cité du Design à Saint-Étienne. Marie Compagnon, qui est designer. Éric Verrier, designer d'espace et scénographe. Alors, à l'origine donc de la création de ce programme, puisqu'il ne vient pas de rien, même s'il est récent, c'était l'intérêt pour un certain nombre d'enseignants, qui d'ailleurs sont aujourd'hui membres ou pas de ce dispositif pédagogique, pour la question effectivement à la fois du territoire, la question des ressources, la question des écologies, alors au sens environnemental, mais aussi, et ça on essaye d'y insister beaucoup auprès des étudiants, au sens aussi social, économique, politique. Un certain nombre d'intervenants aussi, notamment dans des conférences, et puis, et peut-être surtout, les sujets de travail des étudiants eux-mêmes, que ce soit en 3e année pour, par exemple, le DNA, ou en 5e année pour le DNSEP, qui effectivement eux-mêmes se tournent et se tournaient déjà vers ces questions. Et puis, l'autre élément important à l'origine du programme, c'est cette initiative du Parlement de Loire, portée par le pôle art et urbanisme à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours, et portée également par Camille de Toledo. Alors, je ne développerai pas évidemment sur l'initiative du Parlement de Loire, parce que ce sera l'objet de son intervention, mais ça nous a beaucoup effectivement porté, et ça nous a amené beaucoup d'éléments d'appui pour pouvoir commencer à penser ce dispositif. Et c'est donc effectivement Ludovic Duhem qui, à l'époque, avait été le premier à l'école à proposer, au moment d'une refonte, on va dire, de l'unité de recherche de l'école. Alors même si la recherche dans les écoles, ça est une question bien complexe, qui avait proposé effectivement de travailler sur un dispositif qui, à la fois,
s'intéresse à Loire et essaye de l'articuler à des questions effectivement relatives au design. Alors ça voulait dire évidemment prendre en compte la notion de bassin versant dont tu as parlé, dont tu as parlé tout à l'heure, qui pour Loire évidemment est particulièrement vaste, et de prendre cette notion de bassin versant comme une sorte de système complexe de milieu de vie. Milieu avec un X et vie avec un S, dans tous les sens du terme. Et puis c'était aussi postuler le besoin, la nécessité et puis l'envie d'une modification très profonde de notre relation au vivant, pour pouvoir explorer un certain nombre d'enjeux en termes justement d'attention différente, peut-être d'attention renversée, c'est-à-dire comment voir effectivement, comment ressentir, comment écouter celles, ceux qui n'agissent pas comme nous, qui ne parlent pas comme nous, pour pouvoir aussi justement se projeter, peut-être inventer des récits, inventer des manières de faire et puis des manières d'habiter. Alors simplement, le PDF ici, sans en dire énormément. Voilà, quand on dit travailler sur Loire, là vous avez une carte un peu générique du bassin versant de Loire et de ses principaux affluents. C'est évidemment tout de suite vertigineux en matière justement en matière de territoire. Quel type de... Ça pose la question évidemment la question des échelles. Le bassin versant de Loire, c'est entre 115 et 120 000 km². C'est un cinquième du territoire français. Le fleuve principal, Loire, mais évidemment tous ces affluents qui fait un peu plus de 1000 km de long. Et puis des cours évidemment très différenciés entre les différentes sections du fleuve, des profils géographiques, altimétriques, etc., différents, et puis des activités humaines passées et présentes qui sont contrastées. Alors pour nous, en 2020, la question c'était par où commencer. Et on s'est dit que peut-être il fallait tout simplement commencer par le commencement, c'est-à-dire se poser la question effectivement de qu'est-ce que Loire, et d'essayer de prendre justement la mesure la mesure du territoire, puisque depuis le début, ce qui essaye de caractériser notre approche, c'est la notion de terrain dont vous avez parlé en introduction à travers plusieurs de vos projets, de vos dispositifs pédagogiques. Et c'est vrai que pour nous, elle est centrale dans la démarche. Alors terrain au sens évidemment géographique du terme, au sens de lieu, mais aussi d'espace vécu. Et aussi au sens de celles et ceux qui les peuplent, en termes de présence et en termes d'activité. Donc le terrain, ça veut dire y être physiquement, effectivement, pour essayer de le comprendre, en tout cas d'en percevoir un certain nombre d'éléments, et puis entrer en contact avec ces acteurs de ce territoire. Essayer de comprendre justement les positions de chacune, qui souvent sont contradictoires, puisque ça met à jour évidemment ce type de réflexion énormément de contradictions dans nos manières de voir. En tout cas, essayer de comprendre les positions de chacun et chacune, encore une fois, à la fois sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, où qu'il se trouve. Donc ça implique évidemment pour nous et pour les étudiants beaucoup de rencontres avec de nombreux interlocuteurs qui vont bien au-delà, évidemment, du champ de l'art et du design. Ce avec quoi, d'ailleurs, les étudiants ne sont pas toujours forcément
à l'aise au départ ou a priori, mais qui est évidemment extrêmement important pour leur parcours à venir. Donc commencer par le commencement et prendre la mesure du territoire, ça a signifié pour nous organiser un voyage, une sorte de voyage d'études, alors qui évidemment n'avait pas la prétention de connaître ce bassin sur à peu près une bonne semaine de descente du fleuve, mais en tout cas de commencer à prendre pied par rapport à un certain nombre de réalités de ce très grand territoire, en essayant non pas bien sûr encore une fois d'être exhaustif, mais de définir un certain nombre d'étapes qui correspondent à des réalités et de pouvoir effectivement arpenter, rencontrer voir un certain nombre effectivement de présences en milieu rural, en milieu urbain, un certain nombre aussi d'aménagements, hein, vous le voyez, dont des aménagements d'ailleurs modernes, extrêmement puissants par rapport au fleuve et par rapport au territoire, des dimensions aussi patrimoniales d'ailleurs au sens de biodiversité, mais aussi d'artefacts humains, et puis un certain nombre d'éléments également de rencontres par rapport à des pratiques et des savoir-faire liés au territoire, notamment la question de la céramique, de la batellerie, de la construction de bateaux, de l'osiriculture et de la vannerie, de différents types de pratiques agricoles, etc. Voilà. Donc ce voyage, il a été bien entendu préparé par nous, mais aussi préparé par les étudiants. Et comme toutes les occasions de travail, d'ailleurs, depuis que l'on a ou que l'on se crée sur le terrain, nous essayons de pouvoir les préparer justement en faisant appel à des intervenants différents et qui sont issus de différents domaines. Alors bien sûr, ça peut être, encore une fois, art ou design, mais ça peut être aussi du domaine scientifique, théorique. Et là, justement, pour ce premier acte, on avait fait appel notamment à Mathieu Duperex. Bonjour Mathieu. Philosophe enseignant à l'école d'architecture de Marseille, et puis à Caroline Le Calvez, qui est géographe et enseignante à l'université d'Orléans. Et donc ça permettait, et ça permet aux étudiants de pouvoir avoir un certain nombre de clés et à les aider à se poser un certain nombre de questions. De cette première de ce premier acte, hein, sont nés un certain nombre de deux types de productions, à la fois des productions plastiques à partir de collectes, un petit peu matérielles, beaucoup immatérielles. Le groupe avait recensé d'ailleurs pendant cette phase préparatoire, avait recensé ce qui avait été appelé des observables et conçu un certain nombre de protocoles justement de collecte, y compris d'ailleurs des outils. Et ça c'est intéressant parce que c'est aussi une approche cumulative, comme on essaye d'être sur le temps long entre guillemets avec ce programme, un certain nombre d'outils d'observation. Je pense notamment à une tablette à dessin comme ça qui a été effectivement dessinée, produite avant le voyage,
mise à l'épreuve pendant ce voyage en termes d'utilisation, hein, de notation, etc., d'observation, de croquis, puis ensuite produite à nouveau, effectivement, en tirant les enseignements de cette première utilisation. Et puis alors, au-delà des productions, au-delà des productions plastiques, ouais, je vais faire défiler ça, voilà. Hop, cette petite vidéo où vous voyez justement très rapidement, puisque c'était au théâtre d'Orléans, à la scène nationale, un certain nombre de productions qui avaient recours à la photographie, à la gravure, au son déjà, au langage et à l'édition. Au-delà de ces productions, il y en a une autre qui est importante, c'était de pouvoir dégager un certain nombre d'enjeux de travail pour le futur, on va dire, du programme, et qui puissent mettre en écho les questions posées justement par ce système milieu qui est Loire, avec les pratiques du design. C'était notamment justement comprendre cet ensemble comme une Loire, comme une pluralité de présence, de pluriactivité humaine et autre qu'humaine, et donc questionner pour le designer la place des différentes entités dans la conception des projets de design. C'était aussi, ça peut paraître une évidence, mais ça ne l'est pas forcément dans les discours qui nous sont servis. Quitter l'idée d'une Loire qui serait, vous savez, le dernier fleuve sauvage d'Europe, fleuve royal, etc., pour comprendre celle d'une Loire qui est vivante. Et à travers ça, justement, par rapport au design, pouvoir aussi travailler sur les savoir-faire, sur les ressources et leur soutenabilité. Et puis, c'était aussi envisager le passage donc d'une Loire vivante à une Loire vivable, avec cette question du couple ou de cette espèce de duo entre aménager et ménager, notamment pour le bien commun. Et justement pour la question du vivre ensemble dont tu parlais tout à l'heure. Et donc une des questions qui se posait, c'était comment améliorer justement l'habitabilité pour nous, humains, mais aussi évidemment pour les autres qu'humains dont nous dépendons. Donc c'était la question aussi de la réversibilité notamment, et puis de la prise en compte d'un certain nombre de temporalités qui ne sont pas forcément les nôtres à nous, à nous humains. Et puis cette question de Loire, c'était aussi celle des sources qu'elle pouvait nous apporter, des sources nourricières, alors matérielles peut-être, mais aussi immatérielles. Et le besoin pour ça de pouvoir essayer de construire des imaginaires qui puissent être partagés pour effectivement se créer un futur. Et dans ce cadre-là, comment évidemment les designers peuvent essayer de contribuer à faire émerger ou à créer effectivement de nouveaux récits. Et puis cette première étape de travail, ça a été aussi identifier tout un réseau d'acteurs, de compétences, de contacts avec lesquels justement nous avons commencé à discuter et qui apportent là aussi des points d'appui en matière de connaissances, en matière de façon d'agir et de réfléchir au-delà bien entendu du seul champ artistique. Et je pense notamment ici à la zone Atelier Loire, qui est un ensemble de laboratoires scientifiques interdisciplinaires liés au CNRS, mais pas que, qui nous a là aussi permis effectivement de rencontrer un certain nombre de scientifiques sur des questions assez précises. Je pense qu'il faut que j'accélère. J'ai 10 minutes. Alors, bien entendu, dès le départ, l'équipe était consciente d'une double nécessité.
d'une part, effectivement, comprendre Loire comme un bassin versant global qui rassemble elle-même plusieurs bassins versants, une douzaine d'affluents principaux, des sous-bassins, etc. Donc une réalité à très grande échelle, mais qu'il était souhaitable, pour pouvoir avancer, d'identifier et de travailler sur un territoire à une échelle beaucoup plus petite, mais tout en gardant à l'esprit, par rapport à la question de la localité dont tu parlais tout à l'heure, justement, est-ce que c'est un avantage, est-ce que ça peut être une limite, tout en gardant à l'esprit justement que ce terrain de travail à une plus petite échelle n'était qu'une partie d'une entité plus vaste, et une entité plus vaste à la fois en amont, mais aussi en aval. Et donc par rapport aux enjeux dont je parlais, sur l'articulation ou l'écho Loire et design, on en a retenu un, qui est celui de l'habitabilité. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on l'a retenu, parce que tu parlais des acteurs du territoire. Ce mot d'habitabilité, dans le voyage d'études, est revenu à plusieurs reprises, notamment des acteurs d'un des territoires visités, qui est le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, qui se situe à la fois sur l'Indre-et-Loire et sur le Maine-et-Loire. Et ce mot d'habitabilité, il nous est apparu effectivement important. Et puis une autre chose qui l'était également, c'était la question qui avait été posée sous forme d'interpellation par Bruno Latour, qui avait participé à l'une des premières auditions du Parlement de Loire, et qui avait posé la question des peuples de Loire, aussi bien humains que autres qu'humains, des peuples de Loire qui seraient prêts à le défendre et à revendiquer effectivement une existence en soi. On a donc identifié un périmètre de travail dans la métropole d'Orléans, qui justement présentait une mosaïque de présence, d'usage, et qui permettait justement de poser cette question de la cohabitation. Je vous parle, mais en ce moment, en même temps, je suis sur mes... C'est tout simplement la page de la première, qui permettait, oui, je dis, d'avoir comme ça ces enjeux de cohabitation portés dès le départ. Donc là, on est dans la métropole d'Orléans, à l'ouest de la métropole d'Orléans, et on a défini justement ce périmètre où on retrouve un ensemble de présences caractéristique justement de la complexité de ce milieu. Alors bien sûr, on est en zone urbaine, mais avec à la fois une réserve naturelle nationale, qui est la seule d'ailleurs sur le bassin Loire à être en zone urbaine, un ensemble d'emprises agricoles urbaines, une confluence parmi celles du bassin, la confluence entre le Loiret et la Loire, et puis un ensemble d'équipements, de loisirs, de transport, d'énergie, d'assainissement, stations d'épuration, ponts autoroutiers, lignes électriques, etc., qui, de facto, effectivement, posaient cette question de la cohabitation. Puisque cette question de la cohabitation, pour nous, c'est la poser en termes d'une amélioration de cette possible, souhaitable, de cette cohabitation, mais c'est aussi la poser pour les étudiants tout simplement en termes de constat, en termes de réalité, et de prendre cette réalité effectivement telle qu'elle est. Et donc nous avons travaillé pendant 1 an et demi au sein de ce périmètre, sur un terrain là, que vous voyez par le point rouge, qui s'appelle le terrain de Gobion, mis à disposition par une municipalité, la municipalité de La Chapelle-Saint-Mémin,
qui nous permettait, pour les étudiants, d'avoir un terrain d'expérience et d'être en totale immersion, et puis de revenir sur ce terrain à plusieurs reprises pour avoir justement un travail en aller-retour entre, bien entendu, ce terrain et l'école, mais aussi les acteurs qui composent ce territoire. Le conservateur, par exemple, de la réserve, différents services de la ville de La Chapelle-Saint-Mémin, éducation, jeunesse, urbanisme, un certain nombre d'associations d'ores et déjà engagées dans les préoccupations autour de la biodiversité. Donc un ensemble d'acteurs avec lesquels nous avons essayé justement pendant 1 an et demi de travailler à différentes reprises et d'avoir des phases et des allers-retours entre justement le travail qui a été mené et les points de vue qu'ils pouvaient exprimer par rapport à ce travail et par rapport à leur mission, évidemment, respective. Combien de temps ? Ça va être chaud. Alors, pour nous, cette occasion de travail, c'était l'idée de passer ce qu'on formule comme d'un design de l'intention à un design de l'attention, avec un projet, mais qui est venu après toute une phase d'arpentage, d'observation, de travail aussi sur des outils d'observation, pour pouvoir faire une proposition qu'on a intitulée le lieu des négociations, espace en relation, une proposition basée justement à la fois sur une connaissance de ce micro-territoire à l'intérieur de la métropole, et aussi sur des sortes de scénarios d'usage en fonction des rencontres qui puissent justement mêler ou en tout cas recevoir un certain nombre d'actions ou un certain nombre d'activités de ces acteurs sans les surdéterminer. Et il y avait, sans entrer dans le détail du scénario de travail, à la fois la nécessité pour nous de concevoir et de faire de manière très légère, réversible, démontable, eu égard d'ailleurs à des contraintes urbanistiques extrêmement fortes, zones inondables, inconstructibles, etc., mais aussi par rapport au sens du projet. Ce que je disais, c'est effectivement imaginer un certain nombre d'usages, mais sans les surdéterminer par rapport aux actions. C'était se concentrer bien sûr sur des usages humains et sans vouloir singer la place des autres qu'humains. Le principe, c'était plutôt de favoriser des formes d'interaction, de discussion, de partage, tout en portant évidemment une attention très forte au milieu, en pensant justement ce lieu des négociations comme une espèce de seuil finalement vers cette partie du territoire. Et puis c'était s'appuyer sur des usages ou des activités qui existent déjà pour certaines, et surtout sur ce qu'on a appelé des activateurs. Loiret Nature Environnement, par exemple, qui gère pour le compte de l'État cette réserve naturelle, le Muséum d'Orléans pour la biodiversité, les élus, les services et un certain nombre de dispositifs de la ville de La Chapelle-Saint-Mémin. C'est autant, effectivement, pour nous, d'activateurs, on va dire, de ce projet, qui puissent eux-mêmes s'adresser à des publics dans le cadre de leur action. Donc, en ce sens, le dispositif en fait, sur lequel on a travaillé n'est pas à strictement parler un outil de médiation, mais plutôt un vecteur qui peut créer justement des conditions de discussion, des conditions de partage, et qui permet ensuite, par les activateurs, une réelle médiation.
pour peu qu'ils s'en saisissent dans le cadre justement de leurs propres activités et avec les publics qu'ils peuvent toucher. Donc c'est en se tournant vers ces acteurs du territoire que le projet justement il peut être mis en branle. Et c'est pour ça que je disais qu'au fur et à mesure du travail d'élaboration, on va dire, ou de conception, on a incité les étudiants à discuter avec ces différents acteurs qui sont venus sur ce qu'on appelait des balises pendant les temps de travail, et puis ensuite, dans la suite du processus, de pouvoir mener aussi des entretiens avec ces différents acteurs pour pouvoir questionner la proposition, sa pertinence, est-ce déjà trop, est-ce assez, depuis le point de vue justement soit d'élus, soit de techniciens, soit de conservateurs de musées, d'acteurs culturels. Ouais. Ne sois pas frustré. Non, Merci. Simplement pour vous signaler, j'ai ramené, je vais les mettre ici. Bah voilà, deux des journaux qu'on a édités sur les différentes phases de travail. Voilà, et vous avez repéré aussi l'adresse du site internet liga@ezad.com. Enfin voilà, ça s'est affiché, on vous les redonnera. Il y a effectivement une quantité d'informations. Merci pour les mots-clés que tu as donnés. À mon avis, chacun déjà est une piste pour nous sur cohabitation, enfin tout ce que tu as évoqué.